Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société où la liberté de ton est de mise. La liberté, justement, est-elle en péril sur le net? Nous en parlerons avec Pouillou, le représentant du logiciel libre le plus haut en couleur. Il nous parlera de Framasoft, l'association qui veut dégoogliser Internet. Les chatons s'organisent pour notre liberté individuelle. Décryptage nécessaire avec Éric Ferrard. Enfin, Copyleft, liberté d'enrichir et de partager, ce sera la chronique de Marie-Jo Arriguilandi. Pouillou, bonsoir et bienvenue, je vous en prie. Vous pouvez Bonsoir, me rejoindre. Merci. C'est un véritable plaisir de vous recevoir sur le plateau du Rendez-vous. Alors Pouillou, c'est un pseudo, évidemment. On va essayer de savoir qui se cache derrière ce nom amusant. Alors je vous ai googlisé, forcément, vous ne m'en voulez pas. Aucun souci. Vous êtes écrivain. Oui. Homme de théâtre, conférencier français. Vous avez intégré Framasoft depuis plus de 6 ans. Oui. Et vous êtes un noénaute. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Un noénaute. Alors en fait, techniquement, je ne suis même pas un noénaute. Les noénautes sont les personnages de mes romans. Et ils voyagent dans la noétie, la sphère des idées. Donc ce sont des télépathes, tout simplement. Et les personnages de mes romans m'en veulent beaucoup. D'ailleurs, parce qu'ils savent qu'ils sont personnages d'un roman, ils en veulent beaucoup à leur auteur. Donc voilà. Et, vous leur faites des misères? Ouais, quand même. Je les fais un peu souffrir. Bon, alors dans la vie, c'est pas du tout le cas. Non, vous essayez d'aider les autres. Quelle est la vocation justement de l'association Framasoft? Framasoft, en fait, à l'origine, c'est vraiment une bande de potes qui s'émerveillent devant le logiciel libre. C'est pas le logiciel qui est libre, c'est nous, c'est vous, c'est moi, ce sont les utilisateurs et les utilisatrices. Et c'est des logiciels qui respectent l'humain et qui veut que l'humain reste maître de la machine et non pas l'inverse. Et donc Framasoft, ce sont des personnes qui vont être très très enthousiastes par rapport à ça et qui ne sont pas forcément développeurs ou développeuses et qui donc se disent comment contribuer, eh bien en se faisant le trait d'union entre le monde du logiciel libre qui peut être parfois une sphère un peu technicienne et les gens comme vous et moi. Comment s'organise l'association? Alors l'association, c'est 35 membres, 8 salariés aujourd'hui, dont les fonds proviennent quasi exclusivement à 97% de donations. Mais en fait, c'est une asso où il n'y a pas besoin d'être membre pour venir et contribuer au projet. N'importe qui d'entre nous peut venir et contribuer d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de manières, en traduisant, en rédigeant, en parlant, tout simplement, en partageant. En fait, n'importe qui peut être contributeur et contributrice. Bien évidemment, on a besoin de donateurs et de donatrices pour continuer nos actions. Et puis surtout, n'importe qui peut utiliser les outils que nous proposons en ligne. Ça se décline, Framasoft. Oui. Vous avez évidemment des logiciels libres, oui. mais vous avez aussi la possibilité d'accompagner des auteurs comme vous. Il y a une maison d'édition. En fait, il y a 3 grandes catégories. Le logiciel libre, mais le logiciel qu'on installe sur son ordinateur à l'ancienne. Par exemple, il y a un annuaire pour trouver, je veux une alternative libre à Photoshop, par exemple, ou à d'autres logiciels comme Word ou Excel, par exemple. Il va y avoir ça, il va y avoir de la culture libre avec un blog, un groupe de traduction, une maison d'édition, comme vous l'avez dit, où sont édités mes romans, entre autres. Enfin, il y a toute une partie de services libres. Les services libres, c'est les logiciels que l'on n'installe pas sur son ordinateur, qui sont dans le fameux cloud, qui est en fait l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Alors, l'un des slogans, c'est « Dégooglisons Internet ». Pourquoi dégoogliser Internet? Alors, c'est une campagne qu'on a menée, Dégooglisons Internet, entre 2014 et 2017, mais dont les fruits sont toujours présents aujourd'hui. Dégoogliser Internet, Google est un symbole, en fait. Aujourd'hui, on va parler des GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, c'est les gens du web. Il y a même d'autres noms, les Natou, les Batix, voilà. On va pas tous les faire. Digne de vos romans. Exactement. Mais en fait, ces géants du web nous proposent des services extrêmement pratiques, souvent gratuits. Et en fait, si c'est gratuit, c'est qu'on n'est pas vraiment le client. Souvent, on est un peu le bétail de ces géants du web. Et ça pose un grand problème de domination, une domination à la fois technologique, économique et politique et culturelle. Et donc, nous, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose par rapport à ça, d'où Dégooglisons Internet. Est-ce que c'est pas un peu utopique Dégoogliser Internet? Évidemment que c'est utopique. Et nous revendiquons le fait que nous sommes utopiques. Et en même temps, c'est utopique, mais c'est de l'utopie réaliste. Évidemment, on ne va pas aujourd'hui, du jour au lendemain, détrôner Google, ou soi-même, on ne va pas abandonner, tous les produits des géants du web. Mais on peut faire un pas après l'autre. Vous savez, on a un slogan dans l'association, c'est « La route est longue, mais la voie est libre ». Un pas après l'autre.
On va y arriver. Exactement. Mais regardez, une petite association de 8 salariés, de 35 personnes, avec un budget qui est magnifique pour une association, 400 000 € par an, c'est très beau, mais c'est tout petit. Aujourd'hui, nous changeons les vies numériques de centaines de milliers de personnes par mois. Chaque mois, on aide des centaines de milliers de personnes à se libérer un peu plus. C'est magique. Vous avez parlé tout à l'heure des GAFAM. Ouais. Pourquoi parle-t-on de triple domination des GAFAM? Qu'est-ce que c'est? En fait, parce que c'est une réalité qui est étudiée, notamment quand on parle du capitalisme de surveillance, tel que décrit par l'universitaire Shoshana Zuboff. La triple domination, c'est à la fois une domination économique. Aujourd'hui, ces 5 géants du web sont les 5 plus grandes capitalisations boursières au monde. Donc il y a une puissance économique et financière qui est phénoménale et qui est une puissance équivalente à celle d'États comme le Luxembourg, par exemple. Enfin, c'est très important. C'est aussi une domination technologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie est principalement développée par eux. Internet et tout ce qui se passe sur Internet, c'est développé par ces géants du web. Et s'il y a des innovations qui se font à côté, ils sont en capacité soit de les faire mourir, soit de les acheter, et pour les développer eux-mêmes ou les faire mourir. Donc ça, c'est la domination technologique. Et la domination politique et culturelle, qui est la moins visible et la plus importante. Tout simplement, vous connaissez peut-être le scandale qui a eu lieu sur Facebook avec l'origine du monde de Gustave Courbet, qui représente un sexe féminin en gros plan. C'est une peinture de notre culture, oui. De notre culture classique, et qui a été interdite sur Facebook. Censurée. Avec un procès, voilà, où déjà la personne qui avait mis cette image sur Facebook a eu gain de cause, mais il va y avoir encore des rebondissements. Et ça, c'est typique de... voilà, Facebook est une entreprise qui vient de sa propre culture, qu'on appelle une culture WASP, d'une culture américaine, blanche, hétéro-protestante. Et cette culture-là est aujourd'hui diffusée au travers du monde. Mais ça n'est peut-être pas ma culture, votre culture. Et notamment quand on parle d'identités plus spécifiques, comme des identités, je ne sais pas, moi, LGBT, ou une identité régionale, comme la Corse, elle n'est pas forcément représentée par ces géants du web. Alors que dans le logiciel libre, il y a la possibilité d'être ce qu'on a envie d'être. D'être ce qu'on a envie d'être et d'être représenté. Typiquement, on a une alternative à Doodle, vous savez, l'outil qui permet de décider de la date de la prochaine réunion ou de la prochaine bouffe qu'on fait ensemble. L'alternative s'appelle Framadate. Cette alternative, parce que c'est un logiciel libre et donc contributif, elle est traduite en breton, en occitan. Pas encore en corse, et là je fais appel aux Corses qui nous écoutent pour venir contribuer et qu'elle soit traduite en langue corse. Si on a des contributeurs, c'est le moment d'y aller. Exactement. Alors comment on s'organise concrètement par des vraies actions au sein de Framasoft pour lutter justement contre cette domination qui fait peur? Tout simplement, on s'organise un pas après l'autre, comme j'ai dit. C'est hyper important d'être de manière progressive. C'est simple. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il faut s'organiser dans le plaisir et dans la joie. Parce que c'est un moteur qui fonctionne. Nous, on le voit bien au sein de l'association. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Typiquement, voilà, vous connaissez la langue corse. Je ne la connais pas. Je suis occitan, je ne la connais pas. Vous avez envie de traduire? Vous venez nous parler. On est présent sur de nombreux médias sociaux. On a évidemment une page contact.framasoft.org. Vous venez nous parler, j'ai envie de faire ça, et on vous dira « Ah c'est super, viens, on va aller là, etc. » Et vous accompagnez cet élan. Exactement, on accompagne l'élan. On va aussi à la rencontre de nombreuses personnes, dans des conférences, des stands, des ateliers, partout où on nous invite. Qu'on soit dans le monde, c'est possible. Plutôt en francophonie. De toute façon, nous, on travaille principalement en francophonie. Mais oui, après... On croule un peu sous les invitations, on essaie justement de donner les outils aux gens, d'en parler elles et eux-mêmes. Pour être libre, faut-il encore tout simplement comprendre où se situent les limites de notre liberté? Et le problème sur le web, c'est que ça n'est pas toujours très clair. Je vous propose d'en parler avec Éric Ferrat, il nous attend côté Salon, c'est la rencontre. D'accord. Bonsoir Éric, vous nous attendiez. Bonsoir, oui. Bonsoir. Messieurs, est-ce que vous vous connaissez? On s'est rencontrés tout à l'heure, on a déjà eu une très très belle discussion, j'espère que ça va continuer. Alors, petite piqûre de rappel, on va faire les présentations pour ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas. Éric, vous êtes en charge de l'aménagement numérique à la collectivité de Corse. Vous avez contribué au déploiement de la fibre optique sur l'île et vous êtes surnommé Monsieur Internet. Ça pose les bases. Voilà à qui vous avez affaire. Alors, s'organiser contre les GAFAM, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, prôner le logiciel libre, tout ça n'est pas vain.
à condition qu'une pédagogie s'organise autour de ce logiciel libre, et on n'y est pas encore. Eh bien, on n'y est pas encore, mais aujourd'hui, l'émission contribue justement à faire de la pédagogie autour du logiciel libre. Je crois qu'il y a un enjeu fondamental de liberté individuelle. D'ailleurs, à chaque fois, on prêche sur ce plateau, et tout à l'heure, j'entendais les propos du représentant de Framasoft, et je buvais un peu du petit lait, puisque c'est vraiment une vision réaliste et aussi optimiste de ce que l'on peut faire en créant de vraies alternatives sur le net. Puisqu'aujourd'hui, on est confronté, et tous les jours en témoignent, des scandales apparaissent, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. On est confronté justement à des effets de prédation, notamment sur les données individuelles, et on s'aperçoit que finalement, lorsqu'on utilise ces plateformes, on utilise la plateforme gratuitement, mais que finalement, on n'est pas client de cette plateforme. La plateforme consomme l'information que nous produisons sur cette plateforme et en fait sa propriété. Et là, il y a un vrai problème de société sur lequel, il faut débattre, autour duquel il faut débattre. Et effectivement, on aimerait bien que ce débat ait lieu là où on éduque, c'est-à-dire dans les universités, dans les écoles, et qu'on n'essaye pas aussi de recopier des modèles de la Silicon Valley lorsqu'on va créer une start-up, qu'on ne dise pas le modèle aujourd'hui c'est la Silicon Valley, parce qu'il existe d'autres modèles, des modèles alternatifs, et qu'il faut peut-être réfléchir à ces nouveaux modèles. Est-ce que, honnêtement, objectivement, le grand public saurait utiliser des logiciels libres, ou sait déjà utiliser des logiciels libres? Il le fait déjà tous les jours. Est-ce que vous connaissez VLC? Vous savez, le petit cône de chantier pour les vidéos, c'est du logiciel libre. C'est du logiciel libre français, en plus. Donc, quand même, cocorico. La suite LibreOffice, le navigateur Firefox, qui aujourd'hui, et c'est reconnu par les gens de Google, est plus performant que Google Chrome. Il est plus rapide et plus performant. Donc, en fait, ils le font déjà. Et sans le savoir, parce que tous les sites web que vous naviguez ou tous les services que vous utilisez sont en général sur des serveurs. Ce sont des ordinateurs. D'accord ? Et ces ordinateurs ne fonctionnent pas sous Windows ou macOS, pour la plupart, ils fonctionnent, ces serveurs, sous Linux, donc sous aussi du logiciel libre. Donc en fait, le logiciel libre, il y en a déjà partout. Et en effet, il n'est pas aussi confortable et pratique de manière générale, ce n'est pas tout le temps le cas, que le logiciel propriétaire, parce qu'il n'a pas les mêmes moyens. Mais en même temps, aujourd'hui, on est dans cette espèce de dichotomie entre veut-on être consommateur et perdre nos libertés, ou veut-on être contributeur, contributrice et perdre un peu de confort, mais y gagner en liberté et en émancipation, en autonomie? Logiciel libre, ça ne veut pas forcément dire logiciel gratuit. Non. Non. Le logiciel libre, c'est un état d'esprit aussi. Et c'est des valeurs qui sont défendues autour, effectivement, de cet esprit de liberté, de transparence et de neutralité. Et autour aussi d'une communauté agissante. Donc, on n'est pas dans l'individualisme, dans le consumérisme. On est dans une stratégie qui est alternative et qui doit trouver sa place ici en Corse, comme ailleurs. Et aujourd'hui, on peut regretter effectivement que la communauté du logiciel libre soit peu active dans notre région. Donc, ça repose sur du don ? Pas forcément. Ce qui est très important, c'est la question que vous avez posée, qui paye ? Elle est magnifique, cette question. Framasoft, ça repose sur du don. Wikipédia aussi, que l'on connaît, qui est à la fois du logiciel et de la culture libre, ça repose sur du don. Maintenant, si vous utilisez par exemple Ubuntu ou pour les professionnels Red Hat, ce sont des entreprises qui sont derrière. C'est distribution Linux, donc ce sont des systèmes d'opération et systèmes d'exploitation, pardon. Et ce sont des entreprises qui sont derrière et qui ne vendent pas leur logiciel, vu que leur logiciel est diffusé de manière gratuite, sans paiement, mais par contre, elles vendent leur expertise via des formations, via des productions de code spécifiques à des besoins demandés, enfin des commandes, etc. Donc en fait, c'est juste un autre modèle économique. Mais qui paye pour notre Gmail? Qui paye pour YouTube? Puisque finalement, quand on se fait un compte, c'est pas nous qui payons. Donc, et ce sont des entreprises les plus riches du monde. Donc d'où vient l'argent? Et si nous ne sommes pas leurs clients, puisque ce n'est pas nous qui payons, qu'est-ce que nous sommes? Et aujourd'hui, clairement, nous sommes le bétail. Ils nous traînent les données
pour moi, c'est même pas des données personnelles, c'est des données sociales. Parce que la donnée la plus importante, c'est la relation que nous avons ensemble. C'est ça qu'ils vendent à des publicitaires. Donc ils nous traitent de leurs données et derrière, ils nous vendent leur foin de publicité. On est vraiment du bétail. Qui se cache derrière les algorithmes qui vous font tellement peur, Eric ? Bien, les appétits qui viennent d'être décrits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vision de la donnée comme vraiment un patrimoine marchand. Donc la donnée, qu'elle soit de nature sociale, qu'elle soit personnelle, devient propriété dans des contrats qui sont noués par celui qui utilise la plateforme et qui sont noués. Alors maintenant, ces contrats sont un peu éclairés par le RGPD, donc le règlement européen pour la protection des données personnelles. Mais en tout état de cause, le contrat reste le même aujourd'hui. Donc ces entreprises font commerce de ces données, des traces de nos vies. Justement, une hérésie pour vous, porter une montre connectée. Oui. Aujourd'hui, effectivement, je pense que porter une montre connectée, c'est donner des gages à un certain nombre d'entreprises pour vendre vos données et pour dire demain... Souvent, ces bracelets, je me permets, oui, mais souvent ces bracelets connectés collectent des données sur notre rythme cardiaque, sur notre température, sur notre rythme de sommeil, des données biométriques, donc des données de notre corps. Et ça, ces traces de nos corps sont ensuite enfermées chez l'entreprise qui les collecte. Nous n'avons même pas accès à ça. C'est pas un peu effrayant? Enfin, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données? C'est ça. Et aujourd'hui, ce qu'on en fait, on en fait des réductions sur l'assurance maladie. Exactement. Aujourd'hui, et je parle pas on n'est pas en dystopie, et je parle pas uniquement aux États-Unis, je parle aujourd'hui en Europe, les données de vos comptes Facebook, Google, etc., sont utilisées pour déterminer certains taux de vos polices d'assurance ou certains taux de vos prêts immobiliers. Donc l'accès au logement et l'accès à la santé, par exemple, peuvent être déterminés par vos navigations. Et ça, nous n'avons pas de maîtrise là-dessus. Y compris un recrutement. C'est pour ça que les chatons s'organisent sur le web. Ah ben oui, les chatons. On peut demain, à travers les données connectées qui seraient vendues à des chasseurs de tête, le chasseur de tête pourra dire, eh bien, vous êtes quand même un homme stressé, vous avez un rythme cardiaque assez rapide, et en même temps, vous avez le sommeil agité, puisque ces montres, je le rappelle, surveillent votre sommeil en détectant les mouvements pendant la nuit. Donc, et ils font des simulations pour savoir si vous avez un sommeil, un bon sommeil ou pas. Donc on est vraiment on n'est pas dans une utopie, on est dans la réalité aujourd'hui. Alors, on en parlait tout à l'heure, les chatons, les mignons petits chatons d'Internet. Ce n'est pas du tout de cela dont on va parler, mais plutôt du collectif. Quel est l'objectif du collectif Chaton? Alors déjà, juste pour les gens qui nous écoutent, Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. D'où l'acronyme Chaton. Et l'idée, c'est de dire qu'avec Framasoft, nous proposons aujourd'hui plus de 32 services libres et en ligne. Mais c'est un peu comme si on avait créé la première supérette du bio du numérique, vous savez, ou du numérique éthique. Et sauf qu'il y a plein de gens qui viennent chez nous et on ne veut pas devenir un hypermarché. Donc, comment faire? Créons un réseau d'AMAP. Pour filer la métaphore. Et c'est ça, les chatons, c'est-à-dire que ça existait déjà. Ce que nous faisons, en Bretagne, par exemple, l'association Infini le faisait déjà. À Marseille, Marsnet le faisait déjà. Donc, ce que nous faisons, ça existait déjà dans le monde du logiciel libre. Regroupons-nous et puis aidons les personnes qui veulent devenir chatons, qui veulent héberger les données. Et plutôt que de donner nos données, d'offrir notre travail numérique et notre vie numérique aux géants du web, relocalisons l'hébergement de services en ligne pour avoir des petites structures locales, proches, qui pourront en plus nous expliquer ce qu'ils font, avec qui on pourra intervenir. Peut-être on pourra, dans une association, intervenir dans la gouvernance. Donc voilà, c'est ça le principe derrière les chatons, c'est de dire on va créer comme ça ce réseau d'hébergement de services éthiques. Il suffit d'aller sur chaton, au pluriel.org. On a des chatons en Corse ? On voudrait bien. Oui. En tout cas, c'est un sujet qui est à la réflexion. Mais effectivement, le principe éthique du chaton est un sujet quand même qui nous interpelle et qui aujourd'hui interroge l'action publique.
Il faut dire que les chatons, c'est un manifeste, donc des valeurs partagées, et une charte, donc des engagements, et c'est des engagements assez durs, assez importants, pour assurer que le service derrière soit éthique pour les gens. Voilà, c'est vraiment les personnes qui sont au cœur du système. Messieurs, si je vous dis copyleft, ça vous parle? Oui, évidemment. Forcément. Copyleft ou la liberté de partager et d'enrichir, c'est la chronique de Marie-Jo Harry-Guilandine qui arrive sur notre plateau. Bonsoir Marie-Jo, merci de nous rejoindre. Alors le copyleft, c'est le sujet de ce soir. Oui, alors je vais en parler, mais alors, vraiment, voilà, avec des experts. Donc vous allez me corriger à chaque ligne, ça va être vraiment... On va contribuer. Contribuons, exactement, améliorons. Bravo. Donc copyleft, déjà, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? C'est vrai qu'il est un petit peu particulier, mais quand même copyleft, copyright, left, peut-être droite, gauche, peut-être droit, peut-être laissé, peut-être abandonné. Bon, il s'agit effectivement d'une question de droit, évidemment. C'est une idée, en fait, qui ne va pas complètement à l'inverse du copyright, mais qui est quand même extrêmement différent. Le copyright assure donc toujours une protection d'une œuvre et s'applique normalement à prélever des droits qui, dans un monde idéal, iraient surtout aux auteurs. Ouais. Bon. Dans la vraie vie, dans la réalité, les droits payants enrichissent beaucoup les sociétés qui exploitent en fait ces logiciels, ces œuvres en général, qui ont financé leur développement parfois et qui mettent surtout à disposition, en tout cas pour les logiciels, ces logiciels, mais avec des abonnements. Voilà, donc on sait que finalement l'auteur n'est pas forcément le mieux loti dans l'affaire. Alors le copyleft, c'est une conception du partage, vraiment avec le logiciel libre. C'est une méthode, nous dit-on, générale pour rendre libre un programme ou toute autre œuvre avec l'accord de son concepteur. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a un corollaire, c'est-à-dire que le copyleft oblige aussi toutes les versions modifiées ou étendues à être aussi libres. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors l'idée, en fait, elle vient d'un programmateur américain qui s'appelle Richard Stallman, et qui avait voulu récupérer son programme, qui était d'ailleurs passé dans le domaine public. Donc il a dit super, je récupère mon programme avec les modifications et les améliorations. Et puis la société lui a dit mais non, parce que les modifications et les améliorations ne sont pas dans le domaine public. Donc ça lui a été refusé. Il a trouvé quand même la situation un peu ubuesque. Et du coup, il a trouvé que voilà, le copyleft avait tout son sens et il a inventé cette manière de faire. Alors, il ne s'agit donc pas de rendre une source complètement gratuite et ouverte au détriment des concepteurs, mais de partager avec leur accord. Hein, ça, c'est vraiment toujours très important. Et donc, de faire évoluer tout ça sans contrainte. On parle de logiciel aujourd'hui parce qu'évidemment, c'est votre cheval de bataille. Mais... Je me permets juste d'ajouter qu'on parle de logiciel, ce qui est juste au niveau des États-Unis, ce n'est pas exactement le même principe légal en France, mais par contre ça peut s'adapter en France aux œuvres culturelles par exemple. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est dans tous les domaines, la propriété intellectuelle particulièrement. Et il y a notamment en art la licence art libre. Tout à fait. L-A-L ou LAL. LOL. Oh, bravo, Marie-Jo. Ouais, elle est bien. Ça a été donc une licence qui a été rédigée en 2000 et qui fait suite à des rencontres Copyleft Attitude organisées par des artistes autour de la revue Allotopie, une revue évidemment libre, parfois affichée sur les murs, complètement disponible évidemment sur le web. Et cette licence autorise évidemment la copie, la diffusion, la transformation d'une œuvre à condition toujours évidemment de laisser d'abord l'accès à l'original, ça c'est aussi important, et de laisser aussi accès à toutes les modifications. Alors évidemment, la question, vous l'avez un petit peu abordée tout à l'heure, mais le problème, c'est évidemment les droits d'auteur, parce qu'on ne sait pas exactement comment justement les auteurs vivent dans cette affaire-là, et aussi cette liberté. Est-ce qu'elle n'a pas une petite contrainte? C'est-à-dire qu'à un moment, quand votre logiciel ou votre œuvre est utilisé par quelqu'un dont, par exemple, les engagements politiques sont complètement à l'opposé de vos convictions? Alors, il y a deux questions là. D'une part, la première question, excusez-moi, sur les droits, voilà. Comment les concepteurs gagnent leur vie avec. Voilà, et comment les concepteurs gagnent leur vie. Dans le logiciel, on en a parlé, il y a des modèles économiques qui ne sont pas liés à la vente du logiciel lui-même, mais le logiciel va être une espèce de produit d'appel pour vendre notamment des services et de l'expertise autour. Parce que si c'est nous qui avons produit le logiciel, on est le plus expert ou la plus experte pour vendre ces services autour. Et donc, c'est en général là qu'est le modèle économique. En ce qui concerne la production culturelle, alors là, je peux vous en parler en tant qu'auteur. Comment vivent les auteurs et les autrices aujourd'hui? Absolument pas avec le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est, en fait, dans la chaîne du livre, le parent pauvre, c'est les personnes qui créent
le livre. Et ça va de même pour la musique, etc. Donc en fait, et c'est normal. Beaumarchais, quand il a créé le droit d'auteur au moment de la Révolution française, l'a créé en fait pour que les auteurs donnent leur droit à la commercialisation du livre papier, du produit livre. Voilà, et penser qu'un auteur devrait être aussi, comme lui, éditeur et imprimeur libraire. Donc bref. Donc en fait, c'est clairement comme ça que ça s'est passé. Donc en fait, finalement, le droit d'auteur n'a jamais été fait pour faire vivre les auteurs, et ça n'est pas le bon principe. Donc finalement, utiliser ces droits d'auteur pour que l'œuvre vive encore plus vite et encore plus loin, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. La route est longue, mais la voie est libre. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'être venu, Pouillou. Merci Eric, et évidemment merci à vous, Marie-Jo, et merci à tous de nous avoir suivis en direct ou en replay. C'est à vous de choisir votre écran, si vous voulez, quand vous voulez, le rendez-vous. Allez, à très vite. Bonne soirée, ciao.